À l'est de Lacro, Campus Lapidus, champ de pierre, ancien plateau caillouteux, aride, pays traditionnel de l'élevage du mouton. Les bergeries de Lacro. La plaine de Lacro était un paléodelta de la Durance formé au Quaternaire, il y a 2 millions d'années, pour se jeter ensuite dans la mer. À l'ouest, la Camargue, plaine quaternaire, formée par des alluvions du Rhône, avec de grandes étendues marécageuses recoupées par des étangs. Cependant, cette étendue était différente de la Camargue que nous connaissons aujourd'hui. La première preuve au IIe siècle de notre ère en est donnée par la mosaïque du Forum des corporations à Ostie. L'interprétation initiale faite par nos collègues italiens était une représentation du delta du Nil, mais Russell Mage, historien britannique spécialiste des antiquités connu par ses travaux sur le site de la cité portuaire d'Ostie, et Raymond Chevalier, grand latiniste, historien, archéologue, membre de l'école française de Rome, l'ont interprété différemment. Pour eux, il n'y avait pas de doute. C'est une représentation du delta du Rhône avec le pont de bateau établi à Arles. La mosaïque montre le pont de bateau et les 3 bras du Rhône, à gauche le Rhône Saint-Ferréol, au centre le Rhône d'Ulmé et à droite le Grand Rhône. On remarquera que les 2 premiers prennent leur embranchement en aval de la ville d'Arles. La deuxième, c'est la table de Pettinger. Également connue sous le nom de table théodosienne, c'est une copie du XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain. Elle fut découverte en 1494 par Conrad Celtic à Worms. Aujourd'hui, elle porte le nom de l'humaniste et amateur d'antiquité Conrad Pettinger, qu'il a reçu en hommage et en héritage de Conrad Celtic en 1508. Pettinger avait l'intention de la publier, mais il mourut avant de mener à bien cette tâche. À sa mort, une copie de cette carte fut exécutée à la demande de la famille, et c'est grâce à cette copie qu'Abraham Ortelius en donna l'édition imprimée en 1598 à Anvers. Dans sa présentation, elle est composée de 11 parchemins assemblés pour former une bande de 6,82 m sur 34 cm de large. Elle montre 200 000 km de route, mais aussi l'emplacement de villes, mers, fleuves, forêts, chaînes de montagnes. Elle montre la totalité de l'Empire romain, mais aussi le Proche-Orient, l'Aide et même la Chine. On sait aujourd'hui que la table de Pettinger est une compilation de cartes romaines antérieures à la fin du 1er siècle, qui a été ensuite remise au jour au 4e et 5e siècle. Pour donner quelques exemples, sur la carte figure Pompéi, pourtant détruite en 79 par l'éruption du Vésuve. Certaines villes de Germanie antérieures détruites au 5e siècle, ou encore Constantinople, devenue capitale en 330. Ravenne y est également mentionné comme étant une capitale, ce qui correspond à la fin de l'Empire romain d'Occident. Comme la mosaïque d'Ostie, cette carte montre également les 2 bras du Rhône, Saint-Ferréol et d'Ulmé. Toujours en aval de la ville d'Arles, on constate également qu'en amont de la ville, le petit Rhône n'est pas mentionné. On peut donc se demander s'il existait à cette époque, car il n'aurait pas échappé aux cartographes. On remarque d'ailleurs que personne en ces temps lointains n'a laissé de témoignage sur cette présence éventuelle, puisqu'il aurait bien fallu le franchir à un moment ou à un autre. Faisant abstraction du petit Rhône et n'étant devenu actif qu'à partir du Moyen Âge, à cause de son embouchure encombrée et rendant peu praticable sa navigation, ce sont les 2 bras en aval de la ville qui deviendront les voies principales pour la navigation et les activités commerciales qui feront d'Arles un lieu privilégié pour sa situation géographique et deviendra dès la haute Antiquité une véritable plaque tournante pour le commerce fluvial et maritime. Les avantages de cette position n'avaient pas échappé aux Grecs qui, dès le VIe siècle avant notre ère, entreprirent de s'installer dans le delta du Rhône. Cet emporion sera la Télinée, la nourricière, dont le nom nous est parvenu grâce à l'écrivain romain Sextus Avienus, poète latin du IVe siècle après Jésus-Christ.
Les Celto-Ligures qui occupaient ces lieux s'accommoderont rapidement de la vie politique et culturelle grecque qui restera présente jusqu'à la fondation de la colonie romaine et ou de l'atelier grec qui prendra le nom de terminaison celtique d'Arolate, la ville proche des marécages. Durant cette période, peut-être même avant la fondation de la colonie, les activités commerciales et économiques vont se développer en grande partie grâce à la situation géographique exceptionnelle de la ville. Pour les Arlésiens, après la conquête de la Gaule, le Rhône a joué un grand rôle dans les échanges commerciaux. C'est le seul axe, en effet le seul axe nord-sud qui, sur plus de 800 km, descend des chaînes alpines vers la Méditerranée, permettant de rejoindre le bassin du Rhône, de la Seine ou de la Loire, et de là toute l'Europe par un réseau de rivières et de routes terrestres. Un peu avant cette période, la ville s'agrandit et se développe sur la rive droite du Rhône, créant ainsi un nouveau quartier, Trinquetaille, qui prospérera rapidement et s'imposera pour 3 siècles comme l'un des poumons de la cité. Il devient un quartier résidentiel avec de superbes villas, avec la maison de la harpiste, qui correspond, si vous voulez, peut-être à la fondation, et même avant la fondation de la colonie. Ça, on l'apprendra un petit peu tout à l'heure. Le quartier de la Verrerie, avec une occupation là du IIIe siècle, les dernières villas, avec de magnifiques sols de mosaïque ou de marbre. Le quartier de Brossolette, là, dessous l'immeuble de Salomon, où là vous avez des états, si vous voulez, qui correspondent à l'état plutôt d'Auguste. On est plutôt sur la période d'Auguste avec ses carreaux de marbre. Et puis après, par-dessus, on a aussi les différents états du 2e au 1er pour en arriver au dernier état du 3e siècle. Un peu avant la période, la ville s'agrandit et se développe sur la rive droite du Rhône, créant ainsi un réseau de quartiers Trinquetaille qui prospérera rapidement comme l'un des poumons de la cité. Il devient un quartier résidentiel. Une zone artisanale, parce qu'à Trinquetaille, on a retrouvé les traces d'artisans et puis de potiers, des ateliers de potiers dans le cimetière de Trinquetaille, aussi sur la route des Saintes-Maries, dans la zone de la gare maritime, et peut-être un atelier d'amphore gauloise également. On a aussi des traces d'ateliers pour le travail du verre, et ainsi aussi par rapport à la quantité d'amphores que nous avons trouvées à l'île des Sables, qui correspond à un dépotoir d'amphores qui vient de Lipari pour le transport de la lin. Donc on peut avoir ici à proximité une usine de traitement de dépôt. Et puis après, c'est la mise en place du nouveau port, en bordure du fleuve, avec la construction de nombreux entrepôts de stockage de marchandises. Pour les entrepôts qu'on a sur la maquette, qu'on avait matérialisés sur notre maquette, on n'en avait pas encore retrouvé la preuve, mais on les avait situés à cet endroit qui, en 2010-2011, a confirmé que les entrepôts se trouvaient bien dans cette zone, puisqu'on a retrouvé un des entrepôts avec les dolias encore en place. Enfin, si des dolias ont été récupérés en grande partie, on a les négatifs des dolias qui ont été récupérés, sauf un qui est encore en place et qui était cassé et qu'on a laissé directement en place. L'émergence de ce nouveau port ne signe pas la fin de celui qui, depuis plusieurs siècles, bordait le fleuve. Côté cité, les deux ont coexisté, ce qui montre les vers du poète bordelais Aussonne, qui, au IVe siècle de notre ère, à propos d'Arles, proclame en utilisant le pluriel « Ouvre tes ports, si aimablement hospitaliers », et ajoute par le Rhône « Tu reçois des marchandises du monde romain ». Cependant, tu ne les gardes pas pour toi, tu enrichis d'autres peuples, d'autres villes, tu en fais profiter la Gaule et l'Aquitaine au vaste sein. C'est ainsi que la ville deviendra la duplex Arolate, la ville double. Ce premier port, sur la rive gauche du Rhône, a fonctionné pendant 6 siècles et a commencé avec les Grecs, les Étrusques, et a commercé avec les Grecs, les Étrusques, les Ibères, avec Carthage, et à partir du 2e et surtout le 1er siècle avant notre ère, avec Rome. Dans un premier temps, pour le commerce du vin, conditionné dans des amphores italiques qui transitaient par milliers dans ce port. Une fois vidées de leur contenu, elles étaient plus souvent abandonnées sur place ou brisées.
elle pouvait ainsi être réemployée pour divers usages. Pour le cas qui nous intéresse, à la fondation de la colonie, dans le quartier de l'île des Sables, des centaines de ces amphores, pour ne pas dire des milliers, ont servi à l'aménagement d'une digue pour se protéger des crues du Rhône. Ils avaient été repérés depuis longtemps. Plusieurs témoignages d'érudits montrent qu'à l'occasion de fortes baisses des eaux, le Rhône, des alignements d'amphores apparaissaient dans le lit du fleuve. En 1819, l'un d'entre eux écrit qu'elles effleuraient à une double rangée très rapprochées les unes des autres, à petite distance du rivage, puis s'avancer dans le milieu du fleuve pour disparaître en profondeur. En 1845, Louis Jacquemin précise qu'elles apparaissaient sur plusieurs lignes debout sur leur base pointue enfoncée jusqu'à la moitié de leur pointe. Cette même technique est encore observée en 1866 lorsqu'on en découvre au moment de la construction de la voie ferrée Arles-Lunel. En 1969, à l'intérieur du cimetière de Trinquetaille, les fouilles réalisées par Jean-Maurice Rouquette ont mis au jour un alignement d'amphores parallèle au remblai de la voie ferrée Arles-Lunel, que l'on voit sur l'image. En 1990, de l'autre côté de la voie ferrée, toujours parallèle à la voie dans le terrain Paoli, l'installation d'une station de pompage à l'île des Sables met en évidence plusieurs alignements d'amphores. Quelques-uns de ces alignements ont parfois été interprétés comme un vide sanitaire, ou par Fernand Benoît en 1930 qui disait que ces amphores étaient stockés dans des docks. Le vide sanitaire, c'était simplement pour empêcher les remontées d'humidité. Pour moi, c'est complètement différent, si vous voulez. Un vide sanitaire, les amphores là, pour créer cette digue, les amphores sont remplis de terre, d'argileuse, donc, et sont mis le fond en avant. Quand on veut faire pour se protéger de l'humidité, les amphores sont toujours mises à l'envers. Voilà les alignements du 19e dans le Rhône. Là, dans le cimetière de Trinquetaille, dans les fouilles de Jean-Maurice Rouquette. Là, les fouilles dans le terrain Paoli en 1990. Et à l'installation de pompage, en numéro 4, pour l'installation de pompage, toujours ces mêmes alignements d'amphores. Voilà, si vous voulez constater la différence qu'il y a entre un vide sanitaire, les amphores sont toujours présentés à l'envers, comme on les voit ici, pour qu'il y ait de l'air au milieu, ça empêche les remontées d'humidité. Donc vous avez plusieurs exemples. Là, ce sont des exemples du 1er siècle, 2e siècle après. Mais ce type de fonctionnement de vide sanitaire existait avec les amphores italiques également aussi. Et c'est moins courant, mais on en a trouvé quelques-uns. Voilà, j'ai fait un petit schéma pour représenter un petit peu cette construction de digue. Donc ça représente les amphores, un premier lit d'amphores qui sera enterré à moitié. On va remplir de terre, on va remettre notre lit d'amphores, et ainsi de suite. On va le monter sur 3 niveaux. On a trouvé, si vous voulez, quand on la photo qu'on a vue tout à l'heure, on a 2 niveaux qui sont flagrants, et puis un troisième, les restes d'un 3e aménagement. Ce qui nous donnerait une digue qui ferait à peu près 1,50 m, et ça suffirait. Je connais bien le quartier de Trinquetaille, c'est du sable. Pour ceux qui sont de Trinquetaille, Trinquetaille est bâti sur du sable. Là, la terre qu'on a retrouvée au milieu, c'est plutôt une terre argileuse. Toute cette terre-là a été, pour moi, ce n'est pas la terre qui correspond à ce qu'on trouve à Trinquetaille. Le sable, c'est un filtre, l'eau passe à travers. Donc, quand on a construit cette digue, on est allé chercher de la terre ailleurs pour pouvoir former cette digue. Une terre qui est plus argileuse et qui résistera plus à l'eau, si vous voulez. Et donc les amphores aussi, au lieu de les laisser vides, contrairement à un vide sanitaire, on les a remplis volontairement également. Voilà, donc ça correspond un petit peu à une digue, c'est exactement la digue que nous avons aujourd'hui, qui fait le tour du quartier qui part du Petit Rhône, qui va rejoindre le Grand Rhône, qui va rejoindre le Grand Rhône, pour se protéger justement des crues du Rhône. Eh bien, quand ce quartier a été fondé,
eh bien, ils ont voulu se protéger justement de ces crues du Rhône en créant cette digue au nord et qui certainement rejetait l'eau sur les côtés. Alors, les datations de cette digue, pour moi, c'est dans les amphores dressées B en majorité, correspondent, si vous voulez, au milieu du 1er siècle avant notre ère. Ça peut être avant, ça peut être après, mais étant donné que le quartier, on a les traces d'occupation du quartier un petit peu avant la fondation de la colonie, que cette digue soit aménagée au moment où on va construire ses premiers habitats dans le quartier. En 260, je vais reprendre cette image aussi, qu'il y en a plus. C'est une image de Pétré de 1660, et surtout dans ces gravures, on retrouve beaucoup d'exemples, beaucoup de choses. Et là, on peut s'apercevoir que justement, à l'île des Sables, il y a un aménagement qui correspond un petit peu au même aménagement que les amphores, à la différence qu'au lieu de mettre les amphores, ils ont mis des pieux. Et on a un aménagement de berge en terrasse. Donc on retrouve un petit peu ce qui a été fait avec les amphores. En 260, la ville, comme la plupart des villes de la vallée du Rhône, a gardé les traces liées aux premières invasions des Alamans, qui ont pillé, brûlé, détruit les villes et villages sur leur passage. Les quartiers périphériques, aussi bien la rive droite que la rive gauche, ont été incendiés au cours de ces destructions violentes. Les habitants ont apparemment eu le temps d'évacuer une grande partie de leur mobilier et se réfugier à l'intérieur de la cité. Il est certain que tout le quartier de Trinquetaille et les incendies, on va les retrouver sur la rive gauche aussi, puisqu'on les a retrouvés également sur la villa du Crédit Agricole, on a des traces d'incendie dessus. Sur la villa, les villas trouvées à l'esplanade d'Hélice, et bien sûr la villa aussi qui correspond au jardin d'hiver, qui est dessous le parking. On a retrouvé dans toutes ces villas les mêmes traces d'incendie qu'à Trinquetaille. Là, une des mosaïques de la verrerie, la mosaïque de la Yonne, où on voit les traces d'incendie encore sur le sol. À l'intérieur de ces couches d'incendie, bien sûr, on a trouvé, ce qui est premier, c'est la tirelire, une tirelire cassée directement sur place dans les couches d'incendie, avec des monnaies où on a 3 empereurs à l'intérieur. Le premier, c'est Gordien, le deuxième, c'est Philippe l'Arabe, et le troisième, c'est Dès. Ces 3 empereurs, on arrive quand même dans une période obscure, si vous voulez, dans ces périodes-là. On va avoir 40 siècles, pas 40 ans si vous voulez, pendant 40 ans, où les empereurs vont se succéder les uns derrière les autres. Donc on a 31 empereurs qui vont se succéder, plus 24 usurpateurs. Si bien que le système monétaire pour ces périodes ne sera plus trop pris en compte quand on va le trouver dans des fouilles, parce que ces monnaies ont perduré pendant presque 30 ou 40 ans. Donc les monnaies de Gordien, on peut les trouver 30 ans après. Donc pour donner une datation sûre, c'est très compliqué. Il faut trouver autre chose pour donner plus de sûreté à ces datations. Donc la céramique, bien sûr. Et bien sûr, vous avez un mortier cassé sur place, qui n'a pas été importé, qui a été cassé sur place dans les couches de brûlés également, et la petite Vénus, qui a été trouvée aussi également dans les couches d'incendie. Ça, c'est la mosaïque de Brossolette aussi, où on a retrouvé les traces d'incendie également sur place. Sur l'intérieur, on a trouvé de la céramique qui correspond justement à ces incendies du IIIe siècle. Et puis certainement des petits pieds de bronze qui devaient correspondre à un petit meuble qui était resté à l'intérieur. Ça, c'est les fouilles du cimetière de Trinquetaille, où Jean-Maurice Rouquette a fouillé dans les années 60. Eh bien, là, il s'est arrêté, c'est donc qu'il a enlevé si vous voulez, toutes les couches d'alluvions et remblais qu'il y avait par-dessus, et il s'est arrêté directement, ce qui correspond à l'incendie du IIIe siècle que nous avons ici. Voilà, là, nous sommes directement au niveau du IIIe siècle
de l'incendie dans les années 260. Bien sûr, dans ces traces d'incendie, on a retrouvé aussi du lapidaire et du statuaire qui provient du cimetière de Trinquetaille. Donc cette partie de statuaire qui a été remontée, on voit les traces d'incendie directement sur les marbres aussi. C'est la provenance du cimetière de Trinquetaille aussi, en statuaire. Et puis la gare maritime où on a vu les dolias tout à l'heure. Et c'est pareil, ici bien sûr, on a des sols interrebattus puisqu'on est dans les entrepôts. On a les sols interrebattus, mais on retrouve les traces d'incendie directement sur les sols interrebattus. Alors le quartier ainsi que les activités portuaires ne se relèveront pas de ces destructions massives. Après ces incendies, les décombres sont restés en place et le quartier n'a pas été reconstruit. Seules quelques pièces, une fois nettoyées et réparées maladroitement, ont été réutilisées vers la fin du IVe siècle. Cette occupation sporadique perdurera jusqu'au début du VIIe siècle, mais dans certaines zones, dans la deuxième moitié du Ve siècle. Le quartier va devenir une immense carrière de récupération. En premier seront récupérées les tuiles, encore en place, et les charpentes ayant échappé aux flammes. Puis les pierres de parement des murs, parfois même jusqu'aux fondations. Alors j'ai remis cette photo-là, parce qu'on voit l'élévation des murs qui ont été piliers déjà. Et bien ici, les murs ont complètement disparu. On n'a plus que les sols en place, les murs ont disparu. On a d'énormes tranchées, c'est les négatifs des murs qui ont disparu, et des fondations aussi également. Tout a disparu. Tous ces matériaux seront destinés à la reconstruction de certains quartiers de la rive gauche ou de la Camargue. Encore très occupés à cette période, ils seront transportés au bord du fleuve et chargés sur des chalands identiques à Arles-Rhône 3. Une partie de ces matériaux a pu être retrouvée lors des fouilles dans le fleuve. Ça, c'est les négatifs de la verrerie. Les sols de marbre ont complètement disparu. Là, ils nous en ont laissé un petit peu, surtout des opus stylés, pour montrer les nouveaux sols de marbre. Ça, c'est des matériaux qui proviennent des fouilles du Rhône. Les lapidaires, trucs qui proviennent des fouilles du Rhône toujours. Les parties de statuaires qui proviennent des dépotoirs du Rhône. Les bronzes aussi qui sont récupérés. Tout ça, c'est pour la refonte aussi également. Et les 3 belles pièces qui sont ici, que j'ai mis en priorité dessus. Tous ces matériaux seront destinés à la reconstruction de certains quartiers de la rive gauche ou de la Camargue, encore très occupés à cette période. Ils seront transportés à bord du fleuve et chargés sur des chalands identiques à Arles-Rhône 3. Une partie de ces matériaux a pu être retrouvée lors des fouilles dans le fleuve, comme nous venons de le voir. C'est certainement dans la deuxième moitié du VIe siècle que ce quartier va disparaître et sera scellé par les alluvions du Rhône déposées au cours des siècles suivants. Voilà, des couches d'alluvions, gare maritime. Voilà, un agrandissement. Nous avons ici à peu près 3 mètres d'alluvions du Rhône. Et là, les derniers niveaux du quartier qui correspondent au dernier quartier. Alors, destruction bien sûr du 3e, mais les dernières occupations aussi du 4e, 5e et 6e et 7e siècle. Donc, la partie de la verrerie, les occupations qu'on a retrouvées sur les occupations pour cette partie-là, c'est-à-dire la partie nord du quartier de Trinquetaille, eh bien, sont datées du milieu du 5e siècle. Disons que ce qui nous donne ces datations, c'est qu'on a fouillé un puits
Et dans le puits, bien sûr, qui fonctionnait toujours, dans la vase du fond du puits, on a retrouvé des céramiques qui sont datées du milieu du 5e siècle. Mais on n'a pas les niveaux, ça ne correspond pas au niveau après du 6e et 7e siècle. Ces niveaux-là, on va les retrouver dans la partie sud de Trinquetaille, c'est-à-dire la gare maritime, où là, on a des traces d'occupation qui sont, si vous voulez, du 5e, 6e et début du 7e siècle. Mais c'est des niveaux sporadiques. Si vous voulez, il y a très peu de mobilier. On ne sait pas trop les gens qui habitaient là-dedans. C'est des pièces qui ont été nettoyées. Donc, dans une villa, si on touche dans la pièce sur la côté, on a encore les traces de brûlé, les traces d'incendie. Au milieu, on a une pièce qui a été nettoyée où les gens vont vivre à l'intérieur de cette pièce. Lors des fouilles terrestres effectuées depuis plus d'un siècle dans ce quartier, et plus récemment les fouilles du Rhône, où l'on a remonté des milliers de céramiques, aucun fragment de céramique, je dis bien aucun fragment de céramique médiévale démontrant une trace d'occupation dans ce secteur n'a été trouvé. Voilà, donc vous voyez un petit peu tous les impacts de fouilles qu'il y a eu dans ce quartier. C'est certainement l'un des quartiers que l'on connaît le mieux aujourd'hui par les fouilles, et qui, bien sûr, on a l'impression de connaître le mieux, mais je pense qu'on apprendra encore beaucoup de choses sur ce quartier, on ne connaît pas tout. Eh bien, on n'a rien. On n'a plus de traces, aucune trace, si vous voulez, le 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, tout ça n'existe plus. On n'a plus de traces d'urbanisation ou quoi que ce soit. Que ce soit dans les fouilles terrestres, où on a sorti des milliers, pour ne pas dire des millions de céramiques, on n'a aucun fragment de céramique médiévale. Et c'est confirmé par les fouilles du Rhône, où dans les fouilles du Rhône, on n'a ressorti aucun fragment de céramique médiévale. Alors, les nombreux écrits ne témoignent pas la mise en place d'un quartier urbanisé, mais attestent la présence d'édifices religieux ou privés. Pour en citer quelques exemples, en 1161, le siège du château des Baux, à Trinquetaille, par le roi d'Aragon. Le pont de bateau est utilisé comme support d'attaque avec une grosse tour en bois contenant 200 chevaliers, plusieurs soldats en armes et des machines de guerre. La terreur qui saisit les assiégés les força à se rendre. Le château et ses fortifications furent totalement rasés. Le 20 octobre 1579, les consuls d'Arles, au nom de la communauté, prirent possession de la seigneurie de Trinquetaille. En 1682, les Capucins installent leur couvent. À l'église Saint-Pierre, de Galègue du XIIe siècle, dite le Vieux, située dans le quartier appelé la Pointe, succéda au bord du Rhône l'église Saint-Pierre. Dont la première pierre fut posée le 2 mars 1614. Ruinée par les crues du Rhône, elle est abandonnée en 1776, restaurée 2 ans après et finalement démolie en 1864 lors de la construction des quais du Rhône. Dès la fin du XVIIe siècle, une nouvelle urbanisation se mettra en place et une vocation industrielle reprendra au XVIIIe siècle. La carte de Pétré montre le premier bourg de Trinquetaille. C'est un tout petit bourg, qui est certainement... La première occupation, pour moi, se fait au XVIIe siècle, peut-être au milieu du XVIIe ou un petit peu avant. Avec la verrerie, une nouvelle urbanisation se mettra en place et une vocation industrielle va reprendre au XVIIIe siècle avec la verrerie. Le 10 mars 1782, le conseil municipal autorisera sa construction derrière le couvent des Capucins. Voilà une carte de 1743. La verrerie doit se situer à peu près dans cette zone-là, aujourd'hui. Le développement du quartier se poursuivra au cours du dernier tiers du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean Piton. Est-ce qu'il y a des questions pour approfondir quelques points, laisser en suspens la salle? On n'a pas trouvé de rempart à Trinquetaille. Alors, non seulement on n'a pas trouvé de rempart, mais on n'a rien trouvé. On ne connaît rien pour l'instant, que ce soit, je parlais en céramique, et on parle de céramique parce que quand il y a de la céramique, c'est qu'il y a de la vie dans le quartier. Donc là, on n'en a pas. Mais les structures, que ce soit du bâti, on n'en a pas. L'église de Saint-Pierre, que j'ai montré, que vous avez vu l'église de Saint-Pierre au bord du Rhône, eh bien, quand on a refait, on a repris les quais, bien sûr, il a fallu renforcer la fameuse porte qui se trouve devant la péniche. Là, on a retrouvé les traces de l'église, les fondations, et en même temps les caveaux qui étaient dans l'église. Donc là, on a retrouvé les structures. Mais sinon, dans les fouilles, on n'a jamais trouvé un élément de fondation de quelque chose. C'est le néant, on n'a rien. Ou alors, si ça existe, il faudrait peut-être démolir, rentrer dans les maisons pour voir ce qui se passe dessous. Mais dans tous vous avez vu, le secteur de Trinquetaille, c'est certainement celui qui a été le plus fouillé, mais on n'a jamais trouvé de traces d'éléments de tout ça, de ces forts, le fameux fort, tout ça, même le fort des Baux. Il est au bord du Rhône, on sait à peu près où le situer aujourd'hui, mais on n'a pas de traces. On a les traces du pont, si vous voulez, mais du pont médiéval, mais après, ça s'arrête là. Le quartier était alimenté en eau, certainement, mais de quelle manière? Alors, on a souvent écrit qu'on avait des canalisations de plomb qui traversaient le fleuve. Alors, c'est peut-être fort possible au début, quand le quartier s'est mis en place. Parce que là, on avait affaire à un petit quartier. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a l'aqueduc qui devait arriver de Bellegarde. Aujourd'hui, on en a les traces et on arrive à un point. On ne construit pas un aqueduc de telle envergure sur 12 km de long pour une villa ou quelque chose, un mas, quoi que ce soit. Un aqueduc de cette importance, eh bien, il faut quand même qu'à l'arrivée, il y ait quelque chose. Donc, un nouveau quartier, une ville. Hein, il faut compter que le quartier d'Arles, c'était presque une ville. Le quartier de Trinquetaille, c'était la ville double. Hein. Donc, il y avait peut-être autant d'habitants sur cette zone-là qu'à l'intérieur de la vieille cité. Donc, pour moi, l'aqueduc de Bellegarde, au 1er siècle, puisqu'il est pas plus ancien, au 1er siècle, eh bien, le quartier soit alimenté par l'aqueduc de Bellegarde. Et peut-être au départ par des canalisations de plomb, parce que ça ne méritait pas plus. Mais dans toutes les villas qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer, on retrouve d'énormes bassins. Donc s'il y a des bassins, c'est qu'il y a de l'eau à volonté. Donc il faut quand même un apport d'eau important pour alimenter un tel quartier. Où se trouvent les traces de cet aqueduc non loin de Trinquetaille? Alors du côté de Trinquetaille, les traces, on n'en a pas. Alors j'ai fait abstraction du Petit Rhône. Hein. Le Petit Rhône, si vous voulez, le Petit Rhône est venu bien longtemps après. Il aurait été matérialisé, si vous voulez, pour moi, on l'aurait vu sur la carte de Pettinger. Parce que les cartographes, c'est une carte qui est tellement bien détaillée. Les fosses mariennes sur la carte n'y sont pas, elles avaient déjà disparu. Donc il y a plein de petits détails qu'on peut rentrer dedans. Donc s'il y avait eu un petit Rhône, un Rhône en aval de la ville, il aurait été matérialisé. Et puis après, on n'a rien, on n'a pas d'écrit, on n'a rien. Alors on a, moi j'ai vu plusieurs rapports, où on a vu des traces dans le petit Rhône de construction. Alors ces constructions qui ont été, si vous voulez, apportées en disant qu'il y avait certainement un pont. Non, on n'en a aucune trace de pont pour ces moments-là. Dans certains textes, ils disent que quand on avait traversé le Grand Rhône, on pouvait prendre la direction de Nîmes. Jamais personne a écrit qu'il fallait passer un deuxième fleuve pour partir sur Nîmes. Je pense que peut-être que ces bâtis correspondent peut-être à des bâtiments publics qui sont vus dans le Petit Rhône, hein, ou peut-être même à l'aqueduc qui arrivait aussi. Pourquoi pas? Puisqu'il y en a qui y voyaient un départ de voûte. Mais on n'a aucune preuve, hein, c'est que des on-dit. Mais pour moi, le Petit Rhône arrive, si vous voulez, après l'abandon du quartier. L'abandon du quartier, c'est la nature qui va reprendre le dessus. Donc, vous avez vu les couches d'alluvion.
bon, les crues du Rhône vont envahir le quartier, plus ou moins, et c'est là où peut-être qu'un nouveau bras va se mettre en place aux alentours de la fin du 7e, peut-être au 8e siècle. Moi, je le verrai par là, à peu près. Et tout ce cubage d'eau qui va prendre la direction, une nouvelle direction, avec ce petit Rhône, va manquer, après, aux deux autres Rhônes, le Rhône Saint-Féréol et le Rhône d'Ulmé, qui, avec cet apport d'eau en moins, vont s'ensabler petit à petit, si bien qu'en 1440, par la décision municipale, eh bien, ça sera obstrué. Donc, ça sera rebouché. Donc, et c'est des fleuves qui n'étaient plus navigables, et donc qui ne servaient plus à rien. Donc, on va les reboucher à partir de 1440. Et après, bien sûr, on aura le petit Rhône et le grand Rhône que nous avons aujourd'hui. En sachant que ces cours ont quand même changé, encore à travers les siècles, plus ou moins. Le cours du Grand Rhône a changé à son embouchure aussi. Un Rhône a toujours bougé, quand même. Voilà, donc pour moi, le petit Rhône n'existait pas. Il n'y en avait pas de petit Rhône. Et le quartier, avant la présence italienne et romaine, on a quelques traces, quelques idées. Les traces, il faudra... Alors, je pense qu'on ne connaît pas tout sur Trinquetaille, pour l'instant, puisque maintenant, avec les fouilles de Marie-Pierre, on sait qu'on passe le Rhône peut-être avant la fondation de la colonie, donc ça se met en place déjà à ce moment-là. Mais il faut penser que le commerce avec les Romains, ça va commencer à démarrer. Pendant 6 siècles, le port d'Arles, c'est un port méditerranéen. C'est pour un commerce méditerranéen. Il ne s'aventurait pas trop, si vous voulez, à l'intérieur de la Gaule, parce qu'il y avait des tribus hostiles, donc, où ils se faisaient racketter ou piller. Donc, on a des traces de commerce, mais c'est très léger. Donc, on a plutôt affaire à un port méditerranéen. C'est surtout après, peut-être même un petit peu avant aussi, au 1er siècle avant notre ère, que les Romains vont commencer, ils étaient déjà chez nous depuis longtemps, mais voir l'importance de ce port. Et là, bien sûr, au 1er siècle, on va commercialiser, toujours en tant que port méditerranéen, avec les amphores, comme on a pu le voir, ça va transiter par des milliers d'amphores à vin. C'est surtout le commerce du vin, au début. Que ce soit bien avec les Étrusques, tout ça, tous les types d'amphores qu'on va retrouver à Arles, eh bien, c'est surtout pour le commerce du vin. Et donc, il faudra quand même attendre la conquête de la Gaule, au départ, pour commencer à ce que le port d'Arles va devenir après un port fluvio-maritime. Et là, le commerce va se développer à l'intérieur de la Gaule après la fondation, pas la fondation, mais après la conquête de la Gaule. D'abord pour alimenter les légions qui sont sur le Limès rhénan, ou en Gaule également, qui représentent peut-être plus de 150 000 hommes. Donc il faut les nourrir en matière, et puis amener la matière première. Et après, ça va se transformer pour un commerce pour les civils, pour alimenter les villes et villages aussi. Oui. Dans le moment du Lyon, il y a eu des découvertes, il y a eu le sarcophage. Oui, c'est des éléments sur le début d'un cimetière. Non, parce que quand ils ont construit Trinquetaille, ils avaient l'habitude de construire une ville. Ils ont construit Trinquetaille comme on construit une ville. D'abord, ils vont implanter 2 voies principales, qui seraient l'équivalent du Cardo Maximus et du Cumanus, un croix. Et à partir de là, ils vont mettre leur maillage. À la différence que le Cardo Maximus est toujours orienté nord-sud et est-ouest pour le Decumanus. Là, ils se sont alignés, ils n'ont pas pris ces références-là, ils se sont carrément alignés pour être parallèles au Rhône. Donc on a une voie qu'on a déjà retrouvée aussi à plusieurs endroits, qui correspond à la voie de la Triquette, qui va traverser le quartier de part en part. Et après, vous avez une voie qui se situe devant le pont, le premier pont, qui est du côté du Méjean, qui, elle, va traverser le quartier, qui correspondra, si vous voulez, au Decumanus, et qui va prendre la direction de Nîmes. Et donc, à chaque extrémité, que ce soit à la pointe, pour la voie de la Triquette, à la pointe, où on a la nécropole, ou dans la partie sud, c'est-à-dire les papeteries, les papeteries, bien à ce là où on a la deuxième nécropole. Aux 2 extrémités de cette voie, on a les nécropoles. Et bien sûr, on a une nécropole qui va se dégager aussi sur la voie qui prend la direction de Nîmes. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de tombes à Fourques, qui correspondent à une nécropole,
et bien sûr séparé entre le Petit Rhône. Et bien si on enlève, si on n'a pas le Petit Rhône, et bien le long de cette voie qui nous mène à Nîmes, eh bien on aura cette nécropole qui sera à Fourques aussi bien que du côté de Trinquetaille. Seulement on a le Petit Rhône au milieu aujourd'hui. Voilà les 3 nécropoles que l'on va retrouver à chaque extrémité. Sur le schéma de la digue d'Amphore, les amphores semblent situés de part et d'autre de la voie ferrée. Oui. Est-ce que la voie ferrée est située sur cette digue finalement? Parce que le tracé de la voie ferrée... Elle est en plein dessus, puisqu'on la retrouve de chaque côté de la voie ferrée. Alors, on la retrouve sur une longueur de peut-être pas loin entre 400 et 500 mètres. On en a la trace à peu près sur 500 mètres. Ce qui représente des milliers d'amphores pour arriver à faire une voie. C'est simple. 1,50 m suffisait. Aujourd'hui, quand on voit les crues du Rhône en 2003, ça fait peur parce que le Rhône, on l'a resserré au milieu d'une énorme tranchée. C'est pour ça il monte de 10 mètres, entre 8 mètres et 10 mètres d'un coup. À cette époque-là, il faut penser aussi que la Durance donnait plein pot. La Durance aujourd'hui ne donne que même pas 50% de son volume d'eau dans le Rhône, qu'avant elle donnait 100%. Donc quand il y avait des crues, si en 2003 la Durance avait été, si vous voulez, avec son volume d'eau normal, eh bien peut-être qu'on aurait eu plus de dégâts que ce qu'on a eu. Donc le Rhône débordait bien avant et s'étalait dans les plaines. Il ne montait pas en surface, mais il s'étalait et il suivait la pente. Alors on n'a pas une grosse pente parce que si je prends la pente de l'île des Sables, on est à 5,50 m NGF. Aux Papeteries, on est aux alentours de 3 mètres. Donc on a quand même une pente de près de 2 mètres, si vous voulez, de pente entre la pointe de Trinquetaille et les Papeteries. Mais après, la pente est plus légère, puisque si on est déjà à 3 mètres, il ne nous reste plus que 3 mètres sur 40 km. Donc quand on arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer, eh bien, on est en dessous le niveau de la mer. Donc le Rhône, après, il suivait son cours. Donc à partir du moment où on le repousse sur les côtés, il ne remonte pas. Donc la ville était protégée. Pour qu'elle soit inondée, il fallait que ça passe dessus, la digue. Et donc les crues du Rhône contournaient la ville. Mais ça n'empêchait pas après d'être souvent les pieds dans l'eau. Vous avez vu la photo de Saint-Pierre, l'eau n'est pas loin il y a à peine 2 mètres avant que les digues soient faites. Merci beaucoup, Monsieur Piton.